Dans la vidéo précédente, on a parlé de la honte internalisée et toxique qui survient quand on présente des traumatismes complexes qui sont liés à de la négligence émotionnelle et de la carence affective. Et aujourd'hui, on va parler des différentes formes que cette honte peut prendre au niveau des peurs et des comportements. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise et sur cette chaîne, je partage mes connaissances et mon expérience sur les traumatismes complexes qui sont liés à de la négligence émotionnelle. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les vidéos à venir. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la honte internalisée que j'ai faite juste avant, je t'invite vraiment à aller la regarder avant de regarder celle-ci pour avoir bien en tête ce dont on va parler maintenant. Je te laisse le lien en description juste en dessous. Et je vais juste résumer en quelques phrases ce que c'est la honte internalisée. La honte internalisée, quand on présente un traumatisme complexe qui est dû à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, c'est une conviction profonde, une croyance limitante profonde à propos de soi, de son identité, de l'image qu'on a de soi. Et cette conviction profonde, c'est qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas capable d'être aimé, parce qu'on n'est pas aimable par les autres, qu'on n'est pas digne d'attention, qu'on n'est pas digne d'intérêt. Et encore une fois, je te renvoie vers la vidéo complète sur la honte internalisée que j'ai faite, et tu trouveras le lien juste en description pour aller la regarder. Alors à quel signe on peut identifier une honte internalisée et toxique qui est due à de la négligence émotionnelle et affective? Premier signe d'une honte internalisée due à des traumatismes, la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a deux possibilités pour cette peur. Soit tu as tellement peur de ne pas être à la hauteur que tu vis avec une exigence envers toi-même qui est complètement excessive. Tu es tout le temps en train de rechercher l'excellence. Tu es tout le temps en train d'être en compétition avec les autres, de te comparer aux autres. Cette personne est plus que moi, cette personne est moins que moi, elle fait mieux, elle fait moins. Et tu es tout le temps en train de juger si tu es au-dessus ou en dessous des autres, pour pouvoir te placer sur la première marche du podium. Et ça te donne l'impression que si tu arrives à être la première, eh ben, ça voudra dire que tu as de la valeur. Et donc tu es tout le temps dans la performance et tu es hyper rigide au niveau de tes croyances. C'est très très compliqué de te faire changer de croyances sur toi, sur le monde, sur les autres. Donc tu es devenu carré, quoi. Tu es devenu rigide. Et comme tu veux exceller dans tout ce que tu fais, comme tu veux être la première dans tout ce que tu fais, et que c'est très compliqué d'y arriver, ça ne vient que renforcer ta conviction profonde que tu n'es pas à la hauteur, donc que tu n'as pas de valeur, que tu ne peux pas être aimé et que tu n'es pas digne d'intérêt de la part des autres. Donc il y a un cercle vicieux qui se met en place. Et dans l'autre forme que ça peut prendre, cette peur de ne pas être à la hauteur, c'est que tu as tellement peur de ne pas être à la hauteur que tu n'essayes même pas. Et donc là, ça peut s'apparenter à de la procrastination. Donc, parce que tu es terrorisé à l'idée d'échouer, parce que tu es terrorisé à l'idée de ne pas être à la hauteur, bah, du coup, tu n'essayes même pas. Donc, ça vient renforcer ta conviction première que tu n'as pas de valeur, puisque tu n'essayes pas, donc forcément, tu ne peux pas réussir si tu n'essayes pas. Tu ne peux pas échouer du coup, mais non plus tu ne peux pas réussir. Donc ça vient renforcer cette conviction, intériorisée, internalisée, parfois, enfin très souvent inconsciente, que tu n'es pas à la hauteur. Donc de nouveau, tu es dans une spirale infernale, négative. Deuxième forme que la honte internalisée toxique qui est due à de la négligence émotionnelle et affective peut prendre dans ta vie, dans ton fonctionnement, la peur d'avoir plus que les autres, ou d'être plus que les autres, ou de réussir plus que les autres. Ça peut paraître insensé
de dire que dans la société dans laquelle on vit, où on nous demande toujours d'être plus que tout le monde, on nous met très souvent en compétition les uns avec les autres, on nous demande beaucoup de performer, d'être le meilleur, parce que, soi-disant, ça va dire de nous des choses très importantes, et bon, de un, c'est complètement faux, ça ne dit rien sur qui on est, si on performe, ça ne dit rien sur qui on est foncièrement à l'intérieur de nous. Mais on vit dans une société qui nous demande toujours d'être meilleur que les autres. Et pourtant, il existe une peur qui est très répandue sur les personnes qui présentent des traumatismes complexes. C'est la peur d'avoir plus, d'être plus, de réussir plus. La peur de réussir à remplir l'injonction sociétale qu'on nous demande de remplir, d'être meilleur. Ça vient toucher au sentiment de loyauté qu'on a envers notre famille, envers la société, envers la tribu auquel on appartient, ou en tout cas on se sent appartenir. Ça vient toucher à notre sentiment d'appartenance à un groupe. Donc si j'ai été élevée dans une tribu, dans une famille, dans un groupe social où le fait d'avoir beaucoup d'argent est mal vu, et je lance une activité professionnelle qui fait qu'à un moment donné, au niveau financier, cette activité commence à me rapporter énormément d'argent, et j'ai la croyance profonde à l'intérieur de moi que si j'ai beaucoup d'argent, je ne vais pas être quelqu'un de bien parce que le groupe auquel j'appartiens va penser que je ne vais pas être quelqu'un de bien, et bien ça va renforcer cette conviction profonde que j'ai à l'intérieur de moi, que je n'ai pas de valeur, que je ne suis pas quelqu'un de bien, donc qu'on ne peut pas m'aimer, donc que je ne suis pas digne d'intérêt du groupe auquel je me sens appartenir. Cette peur peut évidemment entraîner l'autosabotage de la personne qui se dit en cours de route « Ah oui, mais non, moi je ne veux pas avoir autant d'argent, donc je vais m'auto-saboter, tout ça est inconscient évidemment, je vais m'auto-saboter parce que je ne peux pas prendre le risque d'être exclu du groupe auquel j'appartiens. » Et tout ça vient de cette conviction profonde, de cette croyance limitante profonde que je ne suis pas quelqu'un d'assez bien. Ça marche pour avoir plus d'argent, avoir plus de succès, avoir plus de réussite, même si, qu'est-ce que ça veut dire la réussite, mais en tout cas c'est en rapport avec la vision de la réussite du groupe auquel on appartient initialement. Troisième signe que tu peux déceler pour savoir si tu présentes une honte internalisée qui est due à des traumatismes complexes, émotionnels et affectifs, la peur d'être différente, la peur de sortir du rang. Tu sors de la norme dans tes choix de vie, tu sors du rang, tu n'acceptes pas les cases dans lesquelles soit ta famille, soit la tribu auquel tu appartiens, soit la société de manière générale te demande de rentrer, eh ben toi, tu n'arrives pas à rentrer dedans. Ta vérité ne peut pas rentrer dans ces cases-là. Ta vérité, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans un truc normalisé. Et comme on vit dans une société qui est ultra tolérante, comme tout le monde le sait, de plus en plus tolérante d'ailleurs, bah du coup, elle ne fait que te renvoyer, que tu n'acceptes pas ce qu'elle voudrait que tu acceptes, que les choix de vie que tu as faits, ça ne lui plaît pas, qu'elle a des choses à te dire, et alors donc tu vas avoir des gens dans ton entourage, ou des gens que tu rencontres, je sais pas, à une fête, à une activité, au marathon X, Y ou Z dans X ou Y ville, enfin je veux dire, tu rencontres des gens qui vont te montrer à quel point eux voudraient que tu rentres dans le rang. Et donc ta famille, ta tribu, la société de manière générale n'arrête pas de te renvoyer ça, le fait que tu ne veux pas rentrer dans le rang, que tu es différente, que tu n'acceptes pas les cases dans lesquelles elle voudrait que tu rentres. Tu es, à chaque fois que ça se passe, tu es confronté au fait que potentiellement ça voudrait dire que tu n'as pas de valeur. Puisque le groupe auquel tu es censé appartenir te dit, toi, tu n'as pas de valeur. Alors, en général, on finit par se recréer une autre tribu, par se recréer une famille de cœur, par essayer de créer une société justement où la norme n'est pas celle qu'on essaye de nous imposer,
mais ça prend du temps, et en attendant, le temps qu'on conscientise ça, qu'on conscientise qu'en général, quand on a cette peur-là, ben, on finit par s'adapter, par rentrer dans le rang et par rentrer dans les cases d'une manière ou d'une autre. Évidemment, on n'est pas heureux, évidemment, c'est impossible de s'épanouir dans des cas pareils, évidemment, on sent bien que ça coince, il y a toujours quelque chose d'une manière ou d'une autre qui va venir nous montrer c'est pas ça, c'est pas la vie qu'il te faut, c'est pas ça qu'il te faut. Au bout d'un moment, le fait de sentir que sa vie n'est pas la bonne parce qu'on n'a pas fait les choix qui sont les bons pour nous, parce qu'on n'a pas accepté qu'on n'était pas forcément comme les autres attendaient qu'on soit, et ben à un moment donné, ça craque. Et c'est là que le travail de conscience peut commencer et peut faire qu'au fur et à mesure, on va démêler tous les fils de notre histoire, de notre expérience, pour pouvoir réussir à mettre des mots sur ah mais là j'ai choisi de m'adapter et de rentrer dans cette case, et en fait j'aurais pas dû. Alors comment je fais pour sortir de cette case et redevenir la vraie version de moi? Quand je parle de vérité personnelle, quand je parle de vérité intérieure, c'est exactement de ça dont je parle. Et quand je parle de conscientisation, c'est exactement de ça dont je parle. Et trouver sa vérité intérieure et conscientiser qui on est, son histoire, son expérience et comment on en est arrivé là où on est et comment on fait pour aller là où on veut aller, vraiment en fonction de notre vérité intérieure, c'est ce que je propose dans les cercles de Fanette, les cercles de femmes et les cercles de lune que j'organise, et bientôt les cercles digitaux que j'organiserai en ligne. Donc si tu as envie de faire partie de cette aventure, je t'invite à aller t'inscrire au lien que je laisse en description de cette vidéo pour pouvoir recevoir toutes les infos concernant les cercles digitaux que je vais lancer incessamment sous peu. Quatrième forme que peut prendre la honte internalisée due à un trauma complexe, émotionnel et affectif, la peur de briller. C'est une peur qui est profondément ancrée, surtout chez les femmes. La peur de briller, la peur de se retrouver sous les projecteurs, la peur de laisser s'épanouir leur lumière intérieure, ce qu'elles ont de plus beau en elles. Et que quand elles le font, évidemment, elles soient vues, elles soient regardées, elles soient admirées, elles soient considérées, elles soient entendues, elles soient écoutées, c'est comme si on les envoyait sur une scène, sous les feux des projecteurs, genre un tapis rouge à Hollywood, et que là, elles pouvaient se tenir dans leur pouvoir personnel, dans leur souveraineté, elles pouvaient être des reines, et en fait, il y a très très peu de femmes qui sont capables de faire ça, et de ressentir ça, et d'assumer ce côté puissant, ce côté souveraine, ce côté je maîtrise, je suis compétente, et je n'ai pas peur de le montrer. Est-ce que toi, tu es dans cette position-là? Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que toi aussi, tu as cette peur? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Et tout ça parce qu'on a une honte internalisée et qu'on a cette conviction profonde au fond de nous qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas aimable, qu'on n'est pas digne d'être aimé, qu'on n'est pas digne d'intérêt, qu'on n'est pas digne d'attention et qu'en gros on n'a rien à offrir au monde. Quand on a cette peur-là, cette peur de briller, on a envie de se cacher. Alors on va se cacher derrière des masques sociaux, derrière une identité qu'on va se construire, derrière des rôles sociaux qu'on accepte d'endosser, derrière des archétypes, derrière, alors on va devenir une femme comme ça, une femme soumise, une femme souriante, une femme jolie, une femme qui rigole à toutes les blagues, une femme qui aime faire plaisir, une femme qui s'occupe bien de ses enfants, une femme qui se sacrifie pour les autres, une femme qui est toujours là pour aider, une femme qui s'occupe de toute la famille, une femme qui rentre dans le rang. Donc ça, c'est une manière de cacher sa vérité intérieure, potentiellement. Potentiellement. Je ne dis pas que toutes les femmes qui choisissent d'honorer ces archétypes-là
le font pour se cacher, mais il y en a beaucoup qui le font pour se cacher, pour ne pas briller, pour ne pas laisser leur lumière intérieure briller. Quand on présente cette peur de briller, on va chercher à se cacher, on va chercher à se dévaloriser, on va chercher à se minimiser, on va chercher à se rabaisser, pour ne pas avoir à se retrouver sous les feux des projecteurs, pour ne pas avoir à se retrouver sous le regard des autres, finalement. Le problème, évidemment, que ça crée, c'est que si on se cache, si on se dévalorise, si on n'ose pas partager sa lumière intérieure, si on n'ose pas partager la vraie version de soi, si on minimise toujours ce qu'on est en train de vivre en se disant que mais non, c'est pas très grave par rapport aux autres, c'est pas très grave, ça va passer, non, mais je suis sûr que ça va attendre, ou alors on choisit de faire l'autruche, on choisit le déni, on choisit de rester dans sa zone de confort, et ben c'est que du coup, on ne peut pas trouver le chemin qui est le bon pour nous. Si on n'accepte pas de briller, en tout cas d'essayer de briller, ne fût-ce que d'aller trouver, c'est quoi ma lumière intérieure, c'est quoi ce que je suis censé rayonner, c'est quoi ma vérité, à quoi elle ressemble la vraie version de moi. Si on n'essaye même pas de trouver ça, si on n'essaye même pas de chercher ça, ben c'est sûr on ne va pas le trouver, donc on ne va jamais être sur le bon chemin, on ne va jamais oser de sortir de sa zone de confort, on ne va jamais essayer de tenter des choses différentes, donc on va rester dans son petit train-train avec tous ces masques sociaux, avec tous ces rôles sociaux, avec tous les archétypes qu'on a accepté de remplir, d'honorer, de satisfaire. Du coup, c'est impossible un jour d'être dans sa vérité et d'assumer qui on est, et d'assumer briller, et d'assumer d'être sous les feux des projecteurs, et d'être soumise au regard des autres. Si le chemin que tu as pris jusqu'ici n'est pas le bon pour toi, et si tu veux être sur le bon chemin pour toi, bah, il va falloir bifurquer à un moment donné du chemin sur lequel tu te trouves maintenant. Il va falloir créer une nouvelle route. Bah, il va falloir sortir du rang, il va falloir sortir des cases dans lesquelles tu t'es rentré pour t'adapter, il va falloir sortir des carcans, il va falloir rompre avec la loi familiale, avec la loi tribale, avec la loi sociétale auquel tu réponds en acceptant un chemin qui n'est pas le tien. Et en fait, il y a un truc qu'on ne nous dit pas. Et il faudrait que tout le monde comprenne ça. C'est que dans tous les choix qu'on fait dans la vie, dans tous les choix qu'on fait dans la vie, il y a un prix à gagner et il y a un prix à payer. Et en fait, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser quand on a cette peur de briller. Quel est le prix à gagner que tu as à rester sur le chemin sur lequel tu es? Et quel est le prix à payer que tu as si tu restes sur le chemin sur lequel tu es? Et après, tu fais la même chose sur « et si je bifurque et que je crée un nouveau chemin qui est le bon pour moi ?» Quel est le prix à gagner et quel est le prix à payer? Et c'est comme ça qu'on fait des choix éclairés. C'est comme ça qu'on fait des choix en conscience. Et comme c'est hyper... ça fait encore plus peur, en fait, d'être face à ce genre de choix, ce genre de réalité, de savoir qu'il y a un prix à payer. Parce que le cerveau humain, il focalise sur le prix à payer et pas sur le prix à gagner. C'est hyper important de faire ce travail de conscience sur soi, sur son expérience, dont je parlais juste avant. Parce que quand on prend conscience de tout, de toute la réalité je ne sais pas si c'est possible de prendre conscience de toute la réalité, mais en tout cas de la réalité qu'on a envie de changer, ben c'est à ce moment-là qu'on peut la changer. Ou alors c'est à ce moment-là qu'on peut choisir de rester sur le chemin sur lequel on est, en conscience, en comprenant pourquoi on choisit de rester sur le chemin sur lequel on est, en conscience, parce qu'on sait ce qu'on a à y gagner. Et on sait ce qu'on est prêt à payer pour y rester. C'était le petit quart d'heure coaching de la vidéo. Cinquième signe que tu as développé une honte internalisée
qui est due à un traumatisme complexe, émotionnel et affectif, la peur de l'intimité. Quand on présente des traumatismes émotionnels et affectifs qui sont liés à notre enfance, parce qu'on a vécu dans notre enfance des expériences répétées de négligence émotionnelle et de carence affective. On peut avoir développé une peur intense et incontrôlable de revivre ces expériences de négligence émotionnelle et de carence affective une fois devenu adulte. On peut avoir une peur intense d'être vulnérable en face des autres, en face des gens qui font partie de notre entourage. Ce qui fait qu'on est terrorisé à l'idée de se montrer tel qu'on est, dans sa vérité. Puisqu'on n'a pas pu partager cette vérité, ou en tout cas que cette vérité n'a pas été reconnue, vue, considérée, validée, valorisée quand on était enfant, on a continué à avoir peur de partager cette vérité profonde, intérieure, avec les autres adultes, même une fois qu'on est devenu adulte. Et l'intimité, c'est avant tout une histoire de vérité. C'est être capable d'être vraiment soi avec une ou des autres personnes, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être invalidé, sans avoir peur d'être silencié, sans avoir peur d'être invisibilisé, sans avoir peur de partager ses forces, ses failles, son histoire, ses besoins, ses émotions quand on est face à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire quand on était enfant. Ou quand on a essayé de le faire, on n'a pas été reconnu. On a mis toutes ces choses-là qui nous concernaient de côté. Parce que les adultes qui étaient en charge de nous quand on était enfant n'étaient pas capables de faire face à notre vérité à nous. N'étaient pas capables d'y répondre. N'étaient pas capables de répondre à nos besoins, n'étaient pas capables de répondre à nos émotions. Donc on a mis tout ça de côté. Et on continue à mettre tout ça de côté quand on est adulte, quand on a peur de l'intimité. Partager sa vérité intérieure avec quelqu'un, quand on a peur de l'intimité, ce serait prendre le risque que cette conviction profonde qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'est pas quelqu'un d'assez bien, qu'on n'est pas digne d'intérêt, qu'on n'est pas aimable, soit confirmé par l'autre, soit confirmé par le regard des autres. Et donc, on bloque tout. Ça n'empêche pas qu'on peut on peut relationner avec des gens, on peut avoir des relations très fortes avec des amis, on peut avoir des relations très fortes avec des membres de sa famille. Ça ne veut pas dire qu'on est dans de l'intimité. Et ça, tant qu'on n'a pas fait un travail de conscience, de nouveau, c'est quasi impossible de s'en sortir. En fait, tant qu'on n'a pas conscientisé les choses, c'est pour ça que le travail de conscience est primordial si on veut avancer, on ne peut pas se sortir de ces traumatismes, c'est impossible. Sixième forme que la honte internalisée qui est due à un traumatisme complexe, émotionnel et affectif peut prendre, la peur du conflit. Ça, c'est vraiment un truc de ouf, la peur du conflit, c'est partout autour de nous, tout le temps. Le nombre de gens qui ont peur du conflit, c'est un truc de malade. Les personnes qui présentent un traumatisme complexe qui est dû à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective détestent le conflit. Alors que le conflit, c'est un truc hyper sain dans les relations, parce que c'est ce qui permet de trouver l'équilibre, c'est ce qui permet d'avancer ensemble, c'est ce qui permet de trouver des solutions, c'est ce qui permet d'être en harmonie avec les autres, parce que du coup, grâce au conflit, on peut retrouver un équilibre qui contente tout le monde. Un conflit sain, c'est comprendre qu'on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps avec l'autre, qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, on n'est pas obligé d'avoir envie des mêmes choses, qu'on n'est pas obligé de se comprendre non plus. On peut très bien aimer quelqu'un et ne pas le comprendre complètement. On peut très bien aimer quelqu'un et ne pas avoir les mêmes goûts. On peut très bien aimer quelqu'un et ne pas avoir les mêmes projets. On peut très bien aimer quelqu'un et ne pas être d'accord avec.
Le but d'un conflit, c'est de trouver des solutions pour que tout le monde y trouve son compte, pour grandir et avancer ensemble, par respect et par amour. Ça, c'est la manière dont ça se passe dans un environnement sain. Moi, par contre, je n'ai pas du tout grandi dans un environnement où le conflit, c'était sain. J'ai grandi dans un environnement où le conflit, tout le monde le fuyait. Tout le monde le fuyait. Et moi, j'ai appris ça. J'ai appris, du coup, à fuir le conflit. Donc, du coup, en grandissant, j'ai continué à fuir le conflit. Ce n'est que maintenant que j'ai pris de la distance par rapport à l'environnement dans lequel j'ai évolué que je commence à apprendre la richesse que le conflit peut m'apporter dans la vie. La richesse que le fait de ne pas être d'accord avec les autres peut apporter dans ma vie. Ce n'est que maintenant que je comprends que quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je ne m'entends pas bien avec cette personne. Ça ne veut pas dire que je suis en guerre avec cette personne. Ça ne veut pas dire que je dois le prendre pour moi. Ça ne veut rien dire sur ma valeur en tant que personne. Donc quand on vit avec un trauma complexe et qu'on a cette honte internalisée à l'intérieur de nous et qu'on a la peur du conflit, on ne comprend pas du tout que le conflit, il est là pour nous aider en fait. Que le conflit, il est là pour nous faire du bien. Pour nous réharmoniser, pour nous remettre dans une situation qui est harmonieuse pour nous, dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on est épanoui. Mais avec les autres. Quand on a cette peur-là du conflit, on a l'impression qu'il y aura un perdant et un gagnant. Et que le gagnant va punir le perdant. Et que le perdant va devoir payer un prix au gagnant. Se soumettre au gagnant d'une manière ou d'une autre. Quand on a cette peur du conflit, on croit que celui qui gagne va punir celui qui perd. En le privant de son amour, en le privant de son attention, en le privant de son intérêt, en le privant de son regard bienveillant, ou alors carrément en l'insultant, en le rabaissant, en étant violent physiquement, voilà, après ça peut prendre des formes bien plus violentes, mais être privé, et c'est ça le trauma complexe et invisible, qui est lié à de la négligence émotionnelle et affective, on va avoir peur d'être privé du regard bienveillant, on va être privé de l'amour de l'autre, on va être privé de l'attention, on va être privé de l'intérêt de l'autre. Donc, quand on a cette vision-là du conflit, eh ben on va l'éviter à tout prix, c'est normal, on n'a pas envie d'être le perdant. On n'a pas envie de se retrouver dans cette situation où potentiellement on va être le perdant et on va être puni et on va devoir payer un prix émotionnel ou affectif. Puisqu'on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation, on va tout faire pour s'adapter, pour faire plaisir à l'autre, pour éviter le conflit à tout prix, pour maintenir la paix. On va prendre soin de l'autre, on va prendre soin de ses émotions, on va prendre soin de ses besoins, on va répondre à ses besoins, on va satisfaire ses besoins. On va se conformer à ses lois, on va se conformer à ses règles, on va se conformer à ses attentes à l'autre ou aux autres. On va éviter le conflit à tout prix, on va choisir le déni, on va choisir de faire l'autruche, on va choisir de rester dans sa zone de confort, on va choisir de faire comme si tout allait bien, et on va se ranger du côté de ceux qui ont le pouvoir et du côté de ceux qui gagnent en cas de conflit. On va taire sa vérité intérieure. Tout ça parce qu'on vit avec cette peur internalisée de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir de valeur, de ne pas pouvoir être aimé et d'être pas digne d'intérêt. C'est cher payé quand même. C'est pour ça que quand on présente des traumas complexes qui sont liés à de la négligence émotionnelle et affective, apprendre à rentrer dans un conflit de manière saine, apprendre à retravailler, à reprogrammer toutes ces croyances par rapport à cette notion de conflit, c'est super important, ça prend du temps, mais ça s'apprend. Septième forme que peut prendre une honte internalisée quand on présente des traumatismes complexes qui sont liés à de la négligence émotionnelle et affective, la peur d'être soi, la peur d'être vrai. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être vu. On n'a pas envie que les gens nous voient tel qu'on est. Et ça peut même se voir physiquement, cette peur-là. C'est-à-dire que quand on a cette peur-là, on va chercher des moyens physiques de ne pas être vu. Donc on peut avoir tendance à
à marcher avec les épaules baissées, à se tenir debout avec les épaules baissées, à baisser le regard, à ne pas regarder les gens dans les yeux. Ça peut être même les couleurs qu'on porte, les couleurs de vêtements qu'on porte. Soit c'est des couleurs que personne ne voit, soit c'est des couleurs criardes qui font qu'on ne voit que la couleur et on ne s'intéresse pas à la personne. Moi, par exemple, quand j'étais ado, quand j'avais 17-18 ans, j'avais une tendance à m'habiller en rouge mais pétant, de la tête aux pieds. Mais c'était une manière d'être vue pour une facette de moi qui n'était pas vraie. Alors je dis pas que tous les gens qui mettent du rouge ne sont pas vrais, c'est pas ça. Là je parle de moi, je ne parle pas de manière générale. C'était une des manières que j'avais de pouvoir exister, parce qu'évidemment quand on porte du rouge de haut en bas, les gens ont quelque chose à dire, évidemment, ça se remarque. Mais par contre, c'était une manière de me montrer sans avoir à partager qui j'étais vraiment. C'est une manière que j'avais trouvée pour me cacher, mais en étant à la vue de tous. Parce que c'est ça, quand on a peur d'être soi, on va trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir se cacher, mais au grand jour. Et on va endosser un ou des personnages d'ailleurs. On va accepter de jouer des rôles. Moi, le rôle que je jouais, c'était clairement celle qui n'a pas peur de porter du rouge parce qu'elle s'assume complètement. Il était fort. Il était fort. Il était très réussi ce rôle-là dans ma vie. Les rôles qu'on accepte de jouer pour pouvoir endosser des personnages comme ça qui ne sont pas vraiment nous, c'est ce qui va devenir un faux self. Même nous, en fait, même moi, j'y croyais à cette version-là de moi. J'avais envie d'être cette personne qui n'avait pas peur du regard des autres. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas peur du regard des autres. Et donc, cette version-là de moi, qui s'habillait de rouge de haut en bas, et parfois ça a même été jusqu'au fossile rouge, faisait partie de mon faux self, du faux moi, de la fausse identité, du faux personnage que j'ai créé pour pouvoir exister dans ce monde. Le faux moi, c'est l'identité qu'on s'imagine qu'on doit devenir pour avoir de la valeur aux yeux des autres, pour se sentir aimé par les autres, pour se sentir digne d'intérêt et d'attention de la part des autres. On s'imagine qu'il faut être cette personne-là pour pouvoir recevoir ça des autres. Et on s'imagine que si on reçoit l'attention des autres et l'intérêt des autres, ben du coup on va comprendre qu'on a de la valeur. Ça va nous donner de la valeur. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça quand même, parce que ce truc-là, ça ne marche pas. Avec le faux self, on choisit d'être un personnage qui n'est pas nous, d'incarner un personnage qui n'est pas nous, comme dans une pièce de théâtre. Et même si c'est inconscient, parce que évidemment c'est un personnage qu'on a créé depuis qu'on est enfant, puisqu'il est lié à un traumatisme émotionnel et affectif. Et bien même si c'est inconscient, quand on porte un faux self qui est aussi, qui prend toute la place, quand on a choisi de devenir un personnage qui prend toute la place, on sent bien qu'il y a quelque chose qui coince, qu'il y a quelque chose qui grince dans notre vie, dans notre personnalité, dans l'identité qu'on s'est forgée. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, moi, j'étais incapable de dire avec des mots clairs, nets, précis, que c'était un faux moi. J'avais pas du tout conscience de ça. J'étais persuadée que cette version-là de moi, à l'époque où je l'incarnais, c'était la vraie version de moi. Je n'avais pas du tout la clarté nécessaire pour pouvoir me dire, en fait, tu t'habilles en rouge de haut en bas, en fait, tu es devenu cette personne qui n'a pas peur du regard des autres, parce que, en vrai, tu es terrorisé par le regard des autres, et que tu es persuadé que tu n'as pas de valeur, et que tu es persuadé qu'on ne peut pas t'aimer, et tu es persuadé que tu n'es pas digne d'intérêt.
Et d'ailleurs, encore maintenant, alors que j'ai compris tout ce que j'ai compris, que j'ai fait tout le travail que j'ai fait de conscience là-dessus, alors évidemment, il est loin d'être terminé, j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus, mais malgré tout ce que j'ai appris et malgré tous les changements que j'ai déjà apportés dans ma manière de fonctionner avec les autres, dans la manière dont je me présente aux autres et au monde, quand je suis fatiguée, quand je suis sous pression, quand je suis dans certaines situations qui créent du stress chez moi, j'ai une grande tendance à retomber dans ce faux moi. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je retourne dans ma zone de confort. Je retourne là où je me sens en sécurité. La honte internalisée qui est due à de la négligence émotionnelle et de la carence affective qu'on vit dans son enfance, elle est ultra toxique pour soi. Parce qu'elle pourrit vraiment beaucoup, beaucoup de sphères de la vie. Et le problème, c'est qu'il y a un effet boule de neige. Tant qu'on ne prend pas conscience de ces traumatismes, on va continuer à fonctionner d'une manière qui va venir nous conforter dans l'idée de cette conviction profonde qu'on a, de cette croyance limitante profonde qu'on a, qui est inconsciente, mais qui nous dit qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne peut pas être aimé, qu'on n'est pas digne d'intérêt. Donc on va se créer une vie qui va venir nous dire qu'on a raison de penser ça. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, qu'on ne s'en rend pas compte, on ne peut pas sortir de ce truc-là. On va reproduire les mêmes schémas ad vitam aeternam. En étant loyal à la famille, à la société, à la tribu auquel on appartient, on est déloyal envers nous. On est déloyal envers nos lois quand on respecte leurs lois. On est déloyal envers nos règles quand on respecte, leurs règles. On est déloyal envers notre chemin quand on accepte d'être sur leur chemin. On est déloyal envers nos besoins quand on répond à leurs besoins. Est-ce que ça vaut la peine d'honorer les besoins et les lois et les règles des autres si on n'honore pas les nôtres? Quel est le prix à payer de ça? Quel est le prix à payer de ne pas être soi? Ces choix-là, tant qu'on n'en a pas pris conscience, forcément, ils sont inconscients. Ils sont internalisés, ils sont intériorisés profondément. On ne s'en rend même pas compte. C'est notre zone de confort, c'est ce qui nous rassure, c'est nos habitudes qui nous rassurent, jusqu'au moment où on n'y arrive plus. Pour X ou Y raisons, qui sont en général très inconfortables, voire très violentes, le système déraille. On n'y arrive plus. On n'arrive plus à faire semblant, on n'arrive plus à être déloyal envers soi-même. Il y a comme un espèce de cri intérieur qui commence à nous dire « mais arrête, arrête tes bêtises ». Et en général, ça se passe de manière assez soudaine et pas prévue, à travers des choses très désagréables à vivre, des expériences très désagréables à vivre, des deuils, des séparations, des pertes, des maladies, des divorces. Malheureusement, très souvent, il faut qu'il y ait un gros choc dans la vie des personnes qui vont se réveiller et qui vont prendre conscience de tout ça, pour qu'elles commencent à travailler sur cette honte internalisée, pour qu'elles commencent à travailler sur leur traumatisme, pour qu'elles commencent à comprendre, à avoir envie en tout cas de comprendre qui elles sont vraiment. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut commencer à faire un travail de conscience, à faire remonter à la surface ce qui a été internalisé, à travailler sur cette conviction profonde qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne peut pas être aimé, qu'on n'est pas digne d'intérêt ou d'attention de la part des autres, à travailler sur ses lois à soi, à travailler sur ses règles à soi, à travailler sur ses besoins à soi. C'est presque un travail archéologique, parce qu'il faut vraiment aller creuser dans les fondations de qui on est. Et on a mis des couches et des couches et des couches de terre et des couches et des couches et des couches de ciment dessus depuis qu'on est enfant. On doit partir à la rencontre de sa nature profonde qui est enfouie très loin. Et c'est impossible de faire ça en un claquement de doigts, évidemment. En spiritualité, ce moment-là, on appelle ça la mort de l'ego, ou la nuit noire de l'âme. Le moment où on se rend compte que le personnage qu'on a construit, l'identité qu'on s'est construite est en fait construite sur des peurs, sur des traumatismes, sur
des blessures enfouies. En tout cas, on n'a pas été la vraie version de soi. À ce moment-là, ben, ça devient compliqué d'assumer qu'on est devenu cette personne. Et donc, l'ego, la personnalité qu'on s'est construite, doit mourir pour qu'on puisse redevenir la vraie version de soi. La mort de l'ego, ça désigne le fait de tuer l'identité qu'on s'est construite jusqu'au moment où on s'en rend compte, qu'on s'est construite pour pouvoir répondre aux désirs des autres, aux lois des autres, pour pouvoir renaître avec une identité qui honore notre vérité personnelle. Et ça se fait par étapes, parce que sinon, je ne sais pas si on tient le choc. Je ne sais pas si on tient le coup. Moi, j'ai pas l'impression. Il y a sûrement des gens à qui c'est arrivé. Mais je crois que la majorité des gens à qui c'est arrivé, ça a dû se faire par étapes. Parce que se débarrasser de toutes ces couches d'ego qui sont venues, mais en fait pour nous protéger, pour nous rassurer, pour nous faire nous sentir en sécurité, si on s'en débarrasse d'un coup, d'un seul, de toutes ces couches, mais on va avoir l'impression d'être mis à nu, de plus avoir rien à quoi se raccrocher pour se sentir en sécurité. C'est beaucoup trop dangereux, pour sa psyché en fait. Pour trouver sa vérité, pour partir à sa propre rencontre, il faut monter les étages de son building, un à un. Il faut partir du principe que vous êtes un building, que votre évolution est un building, et que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir retrouver votre vérité profonde et intérieure, votre lumière intérieure, il faut monter les étages de votre building, mais un à un. Il faut ouvrir des portes, il faut monter, il faut prendre l'ascenseur, il faut redescendre par les escaliers, il faut se tromper d'étage. Parfois, il faut retourner à la cave pour aller trouver des informations qui sont cachées là-bas, et puis reprendre le trajet là où on s'était arrêté. Et des fois, on va trop haut, alors il faut redescendre. Enfin, c'est ça le chemin, en fait. C'est ça le chemin qui mène à la vérité intérieure, à la vérité profonde. C'est ça le chemin qui va t'aider à redevenir la vraie version de toi. C'est pas facile de se rendre compte qu'on a vécu toute sa vie en fonction du besoin des autres, en fonction des désirs des autres, en fonction des désirs des autres. C'est pas facile de se rendre compte qu'on a été quelqu'un qui n'est pas vraiment soi pendant autant de temps. C'est pas facile de se rendre compte et d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on a fait des choix qui n'étaient pas les bons pour nous, qu'on a choisi les autres avant de se choisir soi. C'est pas facile de se rendre compte qu'on n'a pas vécu sa vie à soi pendant si longtemps. Donc il faut prendre le temps de le faire. Et c'est ce travail de conscience-là que moi je m'attelle à offrir aux participantes qui viennent à mes cercles. Si toi aussi tu as envie de participer au cercle de Fanette, si toi aussi tu as envie de conscientiser, d'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre à mieux comprendre ton expérience, mieux comprendre ton histoire, inscris-toi au cercle de Fanette et tu seras tenu au courant des cercles en ligne que je vais mettre sur pied incessamment sous peu. En description de la vidéo, tu trouveras le lien sur lequel tu peux cliquer pour t'inscrire. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu as apprécié le contenu, de t'abonner à la chaîne si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos. Moi, je te dis à très bientôt et d'ici là, prends soin de toi.